Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. On continue cette émission avec une partie qui sera dédiée évidemment à un zoom sur une innovation. Mais là, tout de suite, j'ai le plaisir de recevoir le président de l'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Delphine Sabatier. Alors, on est à 9 mois après l'annonce de la stratégie nationale sur le quantique par le président de la République. Et donc l'OPEX a organisé une audition publique pour réaliser un état des lieux et puis aussi interroger des experts, tout comme le coordinateur national de ce grand plan quantique. Donc ça va nous permettre d'adresser ce sujet qui n'est pas évident. Pas évident, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour essayer de comprendre quels sont ces grands enjeux, parce qu'on a quand même plus d'1 milliard, 1,8 milliard, je crois. 1,8 milliard. Ouais, d'euros d'argent public qui sont investis là pour les 5 prochaines années. Donc il faut aussi expliquer quels sont ces enjeux. Alors, pour rappel, les technologies quantiques, c'est la promesse d'une possible nouvelle architecture pour les ordinateurs à venir, dans laquelle on se base non plus sur les propriétés habituelles électroniques qu'on utilise dans le cadre de l'informatique classique, les 0, les 1, le courant qui passe ou qui passe pas, mais plutôt sur les propriétés de la nature quantique de la matière, à très petite échelle. Possibilité d'avoir un atome, par exemple, ou un ion qui se retrouve dans une combinaison de plusieurs états à la fois. C'est ce fameux paradoxe du chat de Schrödinger qui, s'il était comme une particule quantique, pourrait être à la fois mort et vivant, 25% de l'un, 75% de l'autre. Et la promesse d'utiliser ces propriétés quantiques pour réaliser de calculs massivement parallèles avec une très très grande efficacité, de s'inscrire dans la course à la vitesse de calcul, non plus dans l'échelle classique, pétaflop, hexaflop, etc., qu'on demande à nos supercalculateurs, mais avec des modes de calcul radicalement différents qui pourraient craquer certains problèmes inviolables. Mais le quantique, c'est aussi la promesse de communications inviolables, en utilisant les propriétés de certaines particules quantiques qu'on peut émettre. C'est la promesse de capteurs quantiques avec une très très haute sensibilité pour détecter des choses très très fines. C'est quelque chose qui potentiellement peut changer toute l'informatique demain, mais qui vient avec beaucoup d'incertitudes. Et alors pour la France en particulier, aujourd'hui on s'appuie déjà sur un socle scientifique assez solide. Oui, et c'était très bien représenté dans l'audition de l'Office parlementaire scientifique. Nous avions déjà travaillé sur ce sujet en soutien à la mission de la députée Paola Forteza avec une série de notes scientifiques, des petits 4 pages assez lisibles, par exemple sur le calcul quantique ou sur la cryptographie quantique ou post-quantique. Et là, on est revenu avec une présentation de la stratégie par Neil Abrugh, le coordinateur national, et aussi une série d'experts autour de la table, on devait en avoir une douzaine, et où tout le type d'institutions étaient représentées. Il y avait l'Université de Nice, il y avait des grands établissements de recherche comme le CEA, il y avait des grandes entreprises de technologie comme Thales ou Atos, il y avait des boîtes en particulier, des PME comme Candela, qui était représentée par Georges-Olivier Raymond. Pardon, Candela représenté par Pascal Sénélard, et puis il y avait Pascal qui était représenté par Georges-Olivier Raymond, qui représentaient cette tendance récente où on a vu des startups, des jeunes pousses françaises éclore dans le domaine du quantique. On peut aussi penser à Alice et Bob dans le domaine de la communication quantique. Bref, des enjeux correspondant à des segments très variés et une France qui n'est pas si mal placée dans la course quantique. Et alors les principaux sujets qui ont été abordés, peut-être des domaines spécifiques? Alors, ce qu'on retient en une minute, ce qu'on retient de ces auditions qui ont duré presque 4 heures, c'est d'abord la grande différence d'avancement entre les différents champs. L'ordinateur quantique, personne ne sait quand ça viendra. Vraiment grande incertitude. Aujourd'hui, le qubit logique, comme on l'appelle, qui réalise avec une technologie quantique des opérations informatiques élémentaires avec 100% de fiabilité, personne ne sait le faire. Mais il y a pourtant ce qu'on appelle des qubits physiques, des systèmes avec 100, 200 même de ces unités quantiques qui interagissent les unes avec les autres, qui font des calculs avec un certain degré de probabilité. Nous en avons déjà et ça avance, ça progresse. Mais vraiment une grande incertitude là-dessus. Grande incertitude aussi sur le type de problème que ça pourra résoudre. Ouais. On a identifié certains problèmes sur lesquels ça a un vrai avantage. Calcul mathématique des permanences, ça s'apparente au calcul des déterminants. On attend à ce que ça soit intéressant pour certains problèmes de grande optimisation, genre comment optimiser la charge de nombreuses voitures électriques ou travailler sur la forme potentielle d'une protéine, des choses avec un espace des possibles qui est considérable et sur lesquels l'intelligence artificielle travaille aussi. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels
même si on avait un ordinateur quantique demain, on ne saurait pas l'utiliser de façon aussi efficace que l'ordinateur classique. De sorte que il n'est pas forcément pertinent dans tous les domaines. Pas forcément pertinent dans tous les domaines. Et il y a encore l'incertitude pour savoir quel domaine il servira vraiment et quels autres. On a vu aussi qu'en matière de cryptographie quantique, maintenant, ça avance assez vite, avec ces protocoles qui sont extraordinairement sûrs, qui resteront sans doute réservés à des occasions ultra spécifiques, peut-être des gouvernements, pour de la défense, pour de la défense, des applications particulières, mais qui sait. On a vu une réflexion qui a bien avancé sur le post-quantique, c'est-à-dire des algorithmes de cryptographie qui, contrairement à ceux qui sont aujourd'hui sur le web, résisteraient à des attaques d'ordinateurs quantiques. C'est quelque chose qui avance bien. Et quelque chose qui avance très bien, et où là on a été impressionné pendant cette audition, c'est le domaine des capteurs quantiques. On a entendu parler de ces capteurs à partir de diamants et de subtiles impuretés bien placées. On a entendu d'autres capteurs qui ont des performances remarquables pour ce qui est de mesurer le temps, pour ce qui est de mesurer la gravimétrie, pour ce qui est de détecter par exemple les mouvements de l'eau, avec des applications potentielles en médecine, potentielles dans la gestion des matériaux, des ressources premières, qui de toute façon sont déjà extrêmement intéressantes, pas forcément pour le quantique d'ailleurs, pour l'ordinateur quantique, mais pour bien d'autres sujets. Donc c'est un paysage varié dans lequel il est important de continuer à investir de la recherche en attendant que peut-être un jour, dans longtemps ou dans pas longtemps, des applications industrielles se dégagent. Et c'est un sujet qui est passionnant, à l'interaction vraiment entre le monde scientifique, le monde de la technologie et le monde économique. Et on voit donc la richesse des programmes autour du quantique. C'est pas juste l'ordinateur quantique, comme vous l'avez très bien expliqué, Cédric Villani. J'invite tout le monde à consulter cette audition, puisque tout est public. Disponible, absolument, disponible sur le site du Sénat. C'est au Sénat que nous l'avons tenu. Et où pendant... parce que là, on est quand même encore sur un terrain où on peut asseoir une souveraineté. Tout n'est pas perdu, puisque tout est en construction. Surtout si on le combine avec les programmes européens en la matière qui existent. Il y a ce qu'on appelle un programme flagship qui doit être de 1 ou 2 milliards qui a été placé sur les technologies quantiques et qui va avec. On est sur des sujets où, bien sûr, les sommes investies à travers le monde par les États-Unis, par la Chine restent sans égal, mais où l'Europe, et la France en particulier, a son mot à dire. En particulier les hubs que sont Paris, Saclay et Grenoble. Merci Cédric Villani, député de l'Essonne, président de l'OPEX. À suivre, on plonge dans le monde de demain.